en 3 mots. Il suffit d'aimer. C'est la parole de Bernadette de Lourdes. Pour moi, c'est le résumé de ma vie, de mes convictions, de ce que je voudrais faire comprendre. Il suffit d'aimer, c'est l'une des dernières phrases de sœur Emmanuelle dans la maison de retraite où elle s'est éteinte la nuit dernière à l'âge de 99 ans. Elle était une personnalité lumineuse, énergique, adorée des Français pour son action auprès des plus pauvres. C'est bien sûr la principale information de ce lundi 20 octobre. Toute la rédaction de TF1 se mobilise pour vous offrir une page spéciale sur cette femme au caractère exceptionnel et qui est entrée dans les ordres à l'âge de 23 ans pour se consacrer à Dieu. Sœur Emmanuelle, c'est surtout le combat d'une vie contre la pauvreté. Retour sur les 20 ans qu'elle a passé en Égypte auprès des chiffonniers du Caire et sur l'association Asma et Sœur Emmanuelle qu'elle a fondée pour venir en aide aux plus démunis. Une messe requiem sera célébrée en sa mémoire mercredi à Notre-Dame de Paris. Ses obsèques auront lieu à Caillan, dans le Var, dans la plus stricte intimité toute la journée. Les hommages se sont multipliés de Nicolas Sarkozy à Jacques Chirac. Tous soulignent son franc-parler, son humour et sa simplicité. Nous consacrerons l'essentiel de ce journal à la disparition de Sœur Emmanuelle. Dans l'actualité, nous évoquerons également la démission des dirigeants de la Caisse d'épargne après la perte de 600 millions d'euros. Le plan numérique qui a été présenté aujourd'hui par le gouvernement et la campagne américaine qui voit Barack Obama toujours en tête à 16 jours du scrutin. Elle est donc partie à l'aube de ses 100 ans qu'elle devait fêter le 16 novembre dans à peine un mois. Sœur Emmanuelle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil et nous sommes tous un peu orphelins ce soir. Des bidonvilles du Caire aux sans-abri de France, Madeleine Cinquin, de son vrai nom, aura mené une lutte acharnée contre la pauvreté. Une vie d'abord marquée par la générosité et le don de soi. Élise Le Guevel. Ce sont les toutes premières images de Sœur Emmanuelle. Le premier reportage réalisé sur cette religieuse alors inconnue, au fichu blanc. C'était le rêve de ma jeunesse, de partager jusqu'au bout la vie de ceux qui sont les plus démunis sur la terre. Nous sommes en 1978. Sœur Emmanuelle s'est installée depuis 7 ans dans un bidonville du Caire. Et déjà, cette colère difficilement contenue. Comment est-il possible qu'en 1978, nous avions des petits hommes qui vivent dans un tas d'ordures et dont beaucoup ne se préoccupent absolument pas, alors que tant de millions d'autres sont trop gâtés, sont pourris même par leurs parents. C'est une injustice telle, c'est ça qui crie vengeance. C'est ici, dans 4 mètres carrés, sans eau ni électricité, que Sœur Emmanuelle va s'occuper des plus démunis. Un enfant qui va à l'école est un enfant qui est sauvé des ordures, des saletés, des mouches, des rats, de tous les microbes qui se trouvent ici. 20 ans, pendant lesquels elle va construire écoles et dispensaires, avant d'élargir son combat, partout où l'on a besoin d'elle. J'ai gueulé. J'ai dit, vous allez laisser mourir 7000 enfants. Comme ça. Rien n'était pourtant écrit pour cette jeune femme née à Bruxelles dans un milieu bourgeois. Avant de devenir religieuse, celle qui s'appelait Madeleine Cinquin aimait la légèreté. De l'homme auquel j'appartiens. Je m'amusais beaucoup. On s'amusait beaucoup. On riait énormément. J'ai pas voulu aller au bal parce que je me disais que le bal allait un peu trop me saisir. Mais je dansais, bien sûr. Mais en souterrain, la vocation fait son chemin, nourrie par une blessure, le décès de son père par noyade, lorsqu'elle a 6 ans. Je crois que précisément, finalement, pourquoi j'ai choisi d'abandonner cette vie un peu frivole que j'avais, mais qui m'amusait, quoi. Je crois que c'est à cause de ce drame. Quelque chose s'est inscrit dans mon cœur, mais pour toujours. À 23 ans, Madeleine prend le voile et enseigne à des jeunes filles de milieux aisés, en Tunisie, en Turquie, en Égypte. Mais ce n'est pas encore assez. Elle veut aller plus loin, jusqu'à vivre comme les plus pauvres, avec les plus pauvres, quitte à bousculer sa hiérarchie par ses positions audacieuses. Il est tout de même impossible de croire que Dieu veut que ces femmes aient des gosses tous les 10 mois. La solution, c'est une solution intelligente de contraception, mais de contraception scientifique qui vont leur permettre d'avoir, comme on dit actuellement, une maternité un peu plus voulue et pensée. En 1993, à la demande de ses supérieurs, Sœur Emmanuelle rejoint sa communauté en France.
sans pour autant cesser d'aller à la rencontre de tous, et jusque dans sa maison de retraite dans le Var, dans laquelle elle vivait depuis une dizaine d'années. Est-ce que tu veux des leçons de français? Tu veux? Eh bien alors il va monter tout de suite. S'investir, se battre, s'indigner et surtout refuser le statut d'icône. Vous êtes formidable, et vous êtes là derrière ça des temps modernes, et les ballons. Ben oui, mais tout ça fait sourire. Hein. Elle était d'une sainteté abordable, d'une sainteté qu'on peut comprendre. Elle n'était pas une mystique. Elle me disait souvent « je ne vois pas Dieu ». Mais elle le ressentait. Le 16 novembre, sœur Emmanuelle aurait eu 100 ans. Elle s'est éclipsée avant les hommages. À l'instar de l'abbé Pierre, elle ne craignait pas la mort, qui n'était pour elle que celle du corps. Quand ça sera là-dedans, il ira naturellement se décomposant. Parce que ça veut bien le faire. C'est pas moi, ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste que l'amour qui est plus fort que la mort. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la résurrection. Les obsèques de sœur Emmanuelle auront lieu mercredi à Calian, dans le Var. C'est dans ce petit village qu'elle s'était retirée, donc depuis 1993. Les responsables de la maison de retraite de sa congrégation, Notre-Dame de Sion, ont précisé qu'elle s'était éteinte paisiblement dans son sommeil. L'émotion est donc forte dans cette région où sœur Emmanuelle, infatigable, s'investissait encore aux côtés des plus démunis. Daniel Costantini et Didier Laborde. Ces 3 dernières années, diminuée physiquement après un accident vasculaire cérébral, sœur Emmanuelle ne quittait plus sa maison de retraite de Calian, mais son énergie intellectuelle était intacte. Faire en sorte qu'elle se repose et qu'elle fasse le moins de choses possible, c'était pas simple parce qu'elle-même, c'est quelqu'un de fondamentalement actif. C'est pas qu'elle soit venue là contre son gré et elle adorait cet endroit, mais la tenir au calme, ceux qui la pratiquaient quotidiennement vous diront que c'était un exercice sportif. Son dernier projet, un centre de réinsertion pour jeunes délinquants. Elle avait chargé cet homme de monter le dossier. Le centre ouvrira ses portes dans quelques jours à Fréjus et portera son nom. Elle m'avait demandé, c'est ce qu'elle m'avait dit, Bernard, quand je serai plus là, tu vas laisser tomber. Non, sœur Emmanuelle, on continuera sur les projets tout le temps. Et aujourd'hui, si vous voulez, je n'arrêterai jamais, je travaille dans les projets comme si sœur Emmanuelle était là. Sœur Emmanuelle semblait fatiguée ces derniers jours, mais elle avait encore des idées pour améliorer ce qui peut l'être dans le monde, sans jamais baisser les bras. Alors le nom de sœur Emmanuelle est bien sûr indissociable de celui des chiffonniers du Caire. C'est d'ailleurs assez tardivement, à l'âge de 62 ans, qu'elle a décidé de s'installer dans un bidonville de la capitale égyptienne. Elle a posé sa valise au milieu des plus pauvres parmi les pauvres et elle en est repartie 20 ans après. Naïda Nakad et Ahmed Salah. Le bidonville des chiffonniers ce matin, dans ce quartier où les familles vivent au milieu des ordures, des mouches et des rats, se distingue une école aux murs impeccables. L'œuvre de sœur Emmanuelle est encore bien vivante au Caire. Ces 2 jeunes femmes avaient 8 ans quand sœur Emmanuelle est venue s'installer ici. Elle leur a appris à lire, à écrire et bien plus encore. Il n'y avait pas d'école ici avant. Elle l'a construite, elle a créé une maternelle et même une colonie de vacances à la mer où nous allions tous les ans. Elle est restée présente dans ma vie. Quand je me suis mariée, elle m'a dit « Tu as bien grandi. Maintenant, il faut que tu envoies tes enfants à l'école. » Alors je me suis fixée comme but d'éduquer mes enfants. Sœur Emmanuelle s'est battue pour que les parents envoient leurs filles et leurs garçons à l'école au lieu de les forcer à récolter des chiffons pour les vendre. Ceux qui l'ont connue expriment leur admiration et leur reconnaissance. Ils nous montrent avec fierté les photos qu'ils ont prises avec elle. Cette photo a plus de 10 ans. Je suis triste d'apprendre qu'elle est morte. Tout notre quartier la regrette. Pourtant, sœur Emmanuelle a quitté le Caire il y a 15 ans. Les plus jeunes ne l'ont jamais connue. Ils savent seulement que leur terrain de foot n'aurait jamais vu le jour sans cette religieuse dont le buste trône dans l'entrée du club de sport Al-Mokatam.
L'un des derniers témoignages de sœur Emmanuelle, c'est ce livre publié il y a quelques semaines, J'ai 100 ans et je voudrais vous dire, des entretiens filmés et menés par Jacques Duquesne et Annabelle Quérol. Dans ce texte vivant et rempli d'anecdotes méconnues, la religieuse abordait sans tabou les sujets les plus personnels, le couple, mais aussi la sexualité, la maternité, le mariage et ses propres doutes. Anne-Claire Courdet et Julien Bervillet. Fatiguée, sœur Emmanuelle avait pourtant accepté ses derniers entretiens en mai dernier. Elle voulait faire une synthèse, un bilan à la veille de ses 100 ans et rappeler ce qui avait guidé sa vie. C'est, je vais dire un mot un peu trivial, mais tant pis je le dis tout de même, c'est pété de joie. Ça vaut la peine de vivre. Allez, vas-y. Chantons, dansons ensemble. La vie est belle, la vie est passionnante. Ces deux confidents ont écouté cette femme pragmatique, mais pas militante politique, religieuse, mais pas prosélyte, elle qui avait vécu une vie à la constance rare et au message simple et inchangé. Il vaut mieux être petit que grand. Il vaut mieux être inconnu que connu. Il vaut mieux être en silence qu'en parlant. Et à la suite. Elle voulait dire de partager. Vraiment, c'est son affaire, elle, c'est partager. C'est pas donner, c'est pas aider, c'est partager, c'est faire ensemble. Sexualité, contraception, couple, elle abordait tous les sujets sans tabou. Je lui avais dit, mon frère sœur Emmanuel, les préservatifs, faut être sérieux quand même. Et vous êtes... à l'époque, elle n'avait pas contredit le pape. Et elle me dit, mais Annabelle, j'en ai plein les poches. Je les donne. Jamais elle n'a regretté de ne pas avoir eu de mari ou d'enfant. Sœur Emmanuelle disait que l'amour humain ne lui aurait jamais suffi. Mais aimer, le vrai amour, pas les amourettes, je t'aime et puis dans 6 mois, allez hop, il y aura une autre. Non, c'est pas ça. L'amour pour la vie, pour l'éternité. Alors sa mort, son retour vers Dieu, elle les vivait comme une bénédiction malgré une toute petite inquiétude. Ce qui m'ennuie, c'est l'agonie. C'est l'agonie parce que l'agonie, on souffre et tout ça. Et moi, la souffrance, j'aime pas. Donc là, bon, elle est morte comme elle le souhaitait finalement. Son époux, là, comme elle disait, il lui aura fait cette grâce. Et dans la vieillesse, finalement, on se rend bien compte que comme on va bientôt mourir, bien sûr, le demain est plus important que le aujourd'hui. Parce que le demain, attention, c'est plus haut que sur terre. Une des très belles phrases de sœur Emmanuelle que l'on peut donc retrouver dans ce livre, J'ai 100 ans et je voudrais vous dire, de Jacques Duquesne et d'Annabelle Quérol. Vivre, c'est agir. Yallah, disait-elle souvent également, une devise qui s'est traduite en Égypte, on l'a vu, mais également dans d'autres pays, grâce à son association Asmae, créée en 1980, une œuvre laïque qui s'occupe d'améliorer le sort de dizaines de milliers d'enfants dans le monde. Louis Olivier et Dominique Lagroux-Sampère. Ce sont souvent de toutes petites choses. Un lopin de terre, par exemple, perdu entre 2 barres d'immeubles du 19e arrondissement. Petit moyen, grand projet, rassemblé autour du jardinage des communautés qui habituellement s'évitent. Au début, dehors, c'était les enfants se battaient, c'était là. Et après, petit à petit, avec le jardin, ils se sont aperçus, mon voisin, il n'est pas si bête, il est gentil, ils se sont découverts. Asmae, c'est ça. À l'image de sœur Emmanuelle, à échelle humaine, des initiatives que les concernés eux-mêmes développent, avec la passion qu'elle leur a transmise. Elle m'a dit, tu sais Solange, regarde ce que tu es arrivé à faire. Arriver à rassembler des gens maghrébins avec des gens africains. Elle me dit, tu te rends compte, c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup touchée quand elle m'a dit ça. 1980, sœur Emmanuelle veut apporter un cadre plus formel à son action, et laïque, pour toucher le plus grand nombre. L'association naît, 3 bénévoles au début. L'Égypte d'abord, puis le Soudan, le Liban, les Philippines, le Burkina Faso, Madagascar, l'Inde et enfin la France. 8 pays, 60 partenaires, des dizaines de milliers d'enfants suivis et aujourd'hui une inquiétude. C'est vrai que nous avons beaucoup de donateurs et ça marche. Le jour où sœur Emmanuelle disparaît, si on ne connaît qu'elle, c'est fini. On compte sur les gens qui croient en elle et qui ont déjà fait confiance à l'association en la soutenant, de poursuivre leur soutien. 70 salariés travaillent pour Asmae, plusieurs centaines de bénévoles, financés à 60% par des dons privés.
Justement, des dons, il en faut. L'adresse internet que vous avez vu s'écrire sur les sujets www.asma.fr vous servira bien sûr à envoyer vos dons si vous voulez aider à le faire perpétrer l'œuvre de Sœur Emmanuelle. C'est en revenant du Caire d'ailleurs que Sœur Emmanuelle a fondé cette association, le Caire où elle a passé 20 ans de sa vie. Michel Fine, bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de TF1 en Égypte. Est-ce que la mort de Sœur Emmanuelle provoque une émotion parmi les chiffonniers du Caire ? Effectivement, elle provoque beaucoup d'émotions, mais parmi les anciens, vous savez, ceux qui ont effectivement connu Sœur Emmanuelle, parce qu'elle est partie ici depuis plus de 15 ans, et les vieux, ces vieux chiffonniers, ces gens qui vivent dans la misère et qui vivent en se nourrissant dans les poubelles, se rappellent que quand elle est arrivée ici en 1971, il n'y avait ni eau, ni électricité dans les bidonvilles. Émotion aussi dans le cœur de Sœur Sarah, qui était la compagne de route de Sœur Emmanuelle, celle qui l'a suivie pendant près de 20 ans ici dans les bidonvilles. Sœur Sarah, nous l'avons eu au téléphone tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas parler, qu'elle est effondrée et qu'elle a perdu l'ami de sa vie. Et dès demain, elle va prendre l'avion pour se rendre en France et pour pouvoir assister aux obsèques de Sœur Emmanuelle. Alors vous le savez, Sœur Emmanuelle est arrivée ici au Caire en 1971, à l'âge quand même de 63 ans, à l'âge où certains prennent leur retraite, et bien pas elle. Elle s'est intéressée beaucoup aux enfants et notamment aux petites filles de 12 ans. Ces petites filles qui, disait-elle, étaient enceintes, tombaient enceintes quasiment tous les 10 mois, dont la moitié des enfants mouraient à la naissance. Elle avait essayé d'en parler à Jean-Paul II, elle y avait écrit en lui disant peut-être faudrait-il leur donner la pilule, mais le pape Jean-Paul II ne lui avait jamais répondu. Merci beaucoup Michel Fine. Tous ceux qui ont eu l'immense privilège de rencontrer Sœur Emmanuelle se souviennent de son regard bleu, perçant, pétillant, mais également de son humour. Sœur Emmanuelle n'a jamais hésité à donner de la voix sur les plateaux de télévision pour défendre les plus pauvres. Directe, franche, dérangeante, elle tutoyait tout le monde. Florence Lecnec et Marie-Laure Bonnemain. Au cours de ces dernières années de ma vie, il m'arrive quelque chose de terrible. Je suis devenue médiatique. Une personnalité médiatique. Sœur Emmanuelle le confessait volontiers, elle n'était pas tout à fait insensible à ce qu'on parle d'elle. Je ne peux pas débarquer sur des journalistes et des photographes. Mais d'être à ce point-là dans le cœur des Français, d'être derrière Johnny Hallyday dans les sondages, ça ne vous fait rien, franchement. On serre la main. Je suis contente qu'en France, une religieuse soit aimée des Français. Eh bien, ça me fait plaisir, oui, ça me fait même très plaisir. Car avec l'abbé Pierre et grâce à leur popularité, ils étaient sans doute les deux seuls religieux à pouvoir s'inviter sur tous les plateaux de télévision. Yallah, yallah, allez en avant, cours, va, vite. Yallah, c'est un terme de vitalité extraordinaire. Un Yallah légendaire qui offrait un bain de jouvence à tous ses interlocuteurs, mais dans une seule perspective, délivrer son message. Ici, sur ce plateau, c'est pour glisser l'adresse de son association. Si, mon association, 15 rue Chapon, si vous voulez savoir, à Paris. Elle est inimitable. Oui, il faut savoir l'adresse. Elle connaissait les médias mieux que personne. Elle savait les utiliser, pas pour évidemment être une star des médias, pour délivrer un message. Donc elle savait où elle allait, elle savait ce qu'elle avait à y dire et quel rôle elle devait y jouer. Si elle se laissait applaudir tout sourire, c'est donc qu'une bonne leçon n'était jamais loin. Nous ne sommes pour rien quand les enfants meurent et que nous les laissons mourir et qu'en Europe, nous crèvons parfois parce que nous mangeons trop. Un appel que les artistes ont parfois transformé en chanson, comme Calogero qui reprend avec le texte Yallah le cri de Sœur Emmanuelle refusant que l'on baisse les bras. C'est comme Sœur Teresa ou Gandhi ou ces personnages très rares qui vouent toute leur vie entière aux autres. Un statut qui ne l'a jamais embarrassé. Tutoiement, franc-parler ont toujours été ses meilleures armes pour être de toutes les conversations. Vous êtes la seule sœur qui vous mettez des baskets, vous avez des pumas aux pieds. Sœur Emmanuelle, tu déchires. Un peu d'insolence qu'elle supportait volontiers, pourvu que les micros restent ouverts. Sacha, j'ai toujours vu, on a la victoire. Mais acharne-toi, jusqu'au bout, lutte, allez, yallah. Formidable, Sœur Emmanuelle. Sa mémoire a été saluée par l'ensemble de la classe politique. Le président Nicolas Sarkozy évoque une femme de foi aux convictions élevées, mais aussi une femme d'action débordante d'énergie. Jacques Chirac et Bernadette Chirac disent avoir perdu une amie chère. Écoutez quelques-uns des hommages qui lui ont été rendus aujourd'hui avec Isabelle Marie et Sabrine Kasbaoui.
Chef d'État, ministre, elle les avait tous rencontrés ou presque. Tous aujourd'hui saluent sa foi, ses combats, son énergie. Allez, vive la jeunesse! Nicolas Sarkozy rend hommage à celle qui savait nous interpeller en nous tutoyant pour toucher nos cœurs et nos certitudes. Pour Jacques Chirac, qui l'avait promu commandeur de la Légion d'honneur, c'est une amie très chère qui disparaît. Une femme qui, toute sa vie, aura mis les gouvernements et les peuples au défi de la générosité, ajoute François Fillon. L'amour qu'elle a su prodiguer la fera vivre éternellement. Pour Bernard Kouchner, elle était d'abord une militante. Elle va beaucoup nous manquer, mais comme elle est certainement au paradis, moi qui n'y crois pas, je saurais vers qui me tourner. Elle était la plus jeune, la plus belle, la plus obstinée des militantes. Des leçons de vie retenues par l'ensemble de la classe politique. Je pense qu'il faut qu'on soit humble, respectueux, plein de gratitude et de fidélité. D'une manière ou d'une autre, Paris saura lui rendre hommage. Sœur Emmanuelle et l'abbé Pierre, je les avais vus ensemble, à la fois capables de rire, de se houspiller, de chercher l'un et l'autre à pouvoir convaincre le plus largement possible des personnages qui resteront vivants bien au-delà de leur mort. Laurent Wauquiez n'a pas oublié leur dernière rencontre il y a un an et la question qu'elle lui avait alors posée. Depuis que je t'ai vu, qu'est-ce que tu as fait de bon? Et ça, c'était Sœur Emmanuelle. Une façon de vous demander d'aller vers le haut, de faire des choses pour les autres, et puis tout simplement de vous faire passer une énergie. Elle les avait tous rencontrés ou presque, et tous évoquent une femme d'exception. Et qu'elle soit catholique, juive ou musulmane, les personnalités religieuses ont également salué la mémoire de Sœur Emmanuelle. Jusqu'à son dernier souffle, elle a fait preuve inlassablement d'une immense énergie et d'une ébranlable foi, a déclaré le cardinal André XXIII. Et le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, a dit lui son émotion devant la disparition de cette grande pionnière de la solidarité humaine du XXe siècle. Sœur Emmanuelle avait souhaité des obsèques très simples. Elles seront donc célébrées mercredi à Calian, dans le Var, où elle sera inhumée. Un hommage national lui sera rendu d'autre part lors d'une messe requiem mercredi en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Gwenaëlle Bellec, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'on sait comment va se dérouler cette cérémonie, Gwenaëlle ? Alors, ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'effectivement, une messe requiem aura lieu ici à Notre-Dame de Paris, après-demain, mercredi, à 15h, soit quelques heures à peine après les obsèques célébrées en toute intimité dans le Var, à Cayenne. Et nous avons appris il y a quelques minutes que le président Sarkozy sera présent à Notre-Dame. L'on peut imaginer également que de nombreux membres du gouvernement, des centaines de personnalités et d'anonymes seront également là, puisque Notre-Dame peut accueillir des milliers de personnes. Comme vous le disiez, Sœur Emmanuelle a donc souhaité rester simple jusque dans la mort. À ses proches qui évoquaient avec elle la perspective d'un hommage national, elle répondait, m'a-t-on dit ce matin, eh bien débrouillez-vous avec cela. Elle, ce qu'elle voulait avant tout, c'était des obsèques dans la plus stricte intimité, dans sa communauté du Var, et puis une messe dans une toute petite paroisse parisienne, une messe à la paroisse Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, et cette messe aura bien lieu, ce sera samedi à 10h30. Merci beaucoup Gwenaëlle Bellec. Nous reviendrons à la fin de ce journal sur la disparition de Sœur Emmanuelle qui a bouleversé l'actualité aujourd'hui et qui nous a également bouleversés. J'ajoute que vous pourrez suivre les obsèques et l'hommage national qui sera rendu à Sœur Emmanuelle mercredi après le journal de 13h, une édition spéciale qui sera présentée par Jean-Claude Narcy. Dans le reste de l'actualité en France, l'examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale du budget 2009, un budget malmené par la crise qui va sans doute obliger le gouvernement à revoir sa copie. Christine Lagarde a d'ailleurs estimé très probable que la croissance n'atteigne pas 1% l'an dernier. Et puis François Fillon a également annoncé de nouvelles mesures de soutien à l'économie à l'issue d'une réunion à Matignon. Parmi elles, le versement d'une enveloppe de 5 milliards d'euros aux collectivités locales. Ces dernières ont de plus en plus de difficultés à emprunter auprès des banques en raison de la crise financière. Les banques se sont également engagées à augmenter de 3 à 4% le montant global de leurs prêts, une mesure qui doit permettre d'éviter un resserrement du crédit et l'asphyxie des entreprises. Après 48 heures de crise, les 3 dirigeants de la Caisse d'épargne ont donc remis leur démission hier soir lors d'un conseil d'administration extraordinaire. Il faut dire que la banque venait de perdre 600 millions d'euros sur les marchés. L'écureuil veut se recentrer sur l'activité banque de proximité. Armel Hanou, Denis Cadot. Le Conseil a accepté la démission de messieurs Charles Millot, président du directoire, Nicolas Méradol, directeur général,
Réunis en urgence hier, 2 jours après l'annonce de la perte de 600 millions d'euros en bourse, le conseil de surveillance du groupe Caisse d'Épargne a tranché dans le vif. Une décision unanimement saluée, notamment par la ministre de l'Économie et des Finances. Elle me paraît logique, elle me paraît nécessaire, elle me paraît légitime. Quand il y a eu une erreur, quand il y a eu une défaillance, il faut que jusqu'au plus haut de la chaîne de responsabilité, les conséquences soient tirées. C'est le cas et on ne peut que s'en réjouir. Un signal fort pour les acteurs financiers, pour les épargnants qu'il était urgent de rassurer et pour les 50 000 salariés. L'image du groupe a forcément pâti dans ces derniers jours et c'est pourquoi il était nécessaire de prendre une décision de cette nature. Si les patrons n'ont pas été à la hauteur, il vaut mieux qu'ils laissent la place à d'autres un peu plus compétents. C'est un peu léger que les gens jouent avec l'argent des autres. L'argent des 27 millions de clients, cœur de métier, base historique de la Caisse d'Épargne, une banque de détail, de proximité, de développement régional, symbole de sécurité, dont la décennie Charles Millau et sa stratégie de croissance tous azimuts l'avaient éloigné. Notamment la création de la banque d'investissement Natixis, qui s'est révélée un gouffre financier, puis l'accord avec le promoteur Nexity pour créer un pôle immobilier. Les démissionnaires sont aujourd'hui remplacés par des directeurs régionaux. Ce nouvel exécutif ne devrait pourtant pas renoncer au projet de fusion avec la Banque Populaire au printemps. Alors qui parle ? Dominique Strauss-Kahn, toujours dans la tourmente après un scandale lié à une relation extra-conjugale. L'actuel patron du Fonds monétaire international s'est excusé par courriel aujourd'hui auprès du personnel du FMI pour avoir fait une erreur de jugement. Il s'est excusé également auprès de son ex-maîtresse et de son épouse Anne Sinclair. Très bon cru pour le mondial de l'auto 2008 qui a fermé ses portes hier à Paris. Malgré la crise, les Français se passionnent toujours autant pour les voitures. Un chiffre, celui de la fréquentation, 1 430 000 visiteurs, c'est un record. Les constructeurs se félicitent du niveau des commandes pendant ce salon. La ville de Paris sous haute surveillance. 1000 nouvelles caméras vont être installées dans la capitale d'ici 2010. Une vidéosurveillance qui va s'étendre à toutes les zones à risque de la capitale. Enquête de Tristan Walex et Mario Campenon. Tombés en traversant les voies, ils s'en tirent de justesse. Quelques minutes plus tôt ce matin, un homme se fait tabasser au milieu de la foule. Avec les 10 000 caméras du métro, tout le sous-sol de la capitale, ou presque, est sous l'œil de la police. En surface, en revanche, seules 350 caméras disséminées dans le paysage urbain. Bientôt toujours aussi discrètes, mais 4 fois plus nombreuses, 1226 objectifs seront raccordés à cette salle truffée d'écrans. On essaye de localiser au moyen de la caméra, qui sont bien sûr mobiles, de trouver l'endroit où est le fait le plus près. Dans cette salle, les policiers ne font pas de la vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les yeux rivés en permanence sur les écrans. C'est un outil d'aide à la décision, d'aide au commandement, pour moi ou éventuellement le préfet de police, en fonction de la nature des événements qui se produisent sur la capitale. Des caméras supplémentaires dans chaque arrondissement. 80 de plus dans les secteurs réputés sensibles du nord-est de Paris, mais aussi dans les plutôt calmes 15 et 16e arrondissements. Les caméras qui seront installées seront équipées de caches et de systèmes de floutage qui ne permettra pas de voir les entrées d'immeubles et bien sûr, a fortiori, à l'intérieur des immeubles. À plus de 30 000 euros pièce, il y en a au total pour près de 50 millions d'euros de matériel. Du gâchis pour quelques fonctionnaires. Dans des endroits stratégiques sur la ville de Paris, eh bien ça peut effectivement éradiquer, on va dire, la délinquance à ces endroits-là. Mais elle ne sera que déportée vers un autre quartier, par exemple, où il n'y a pas de caméra. Si certains redoutent cette expansion de la vidéosurveillance, Paris reste loin derrière d'autres capitales européennes comme Londres et ses 400 000 caméras. Aujourd'hui, un Londonien est filmé en moyenne 300 fois par jour. Un nouvel épisode dans l'affaire qui oppose Olivier Besancenot à la société Taser France. Le porte-parole de la LCR est poursuivi en diffamation pour avoir affirmé que le taser avait causé la mort de plusieurs centaines de personnes aux États-Unis. Il demande un moratoire sur l'utilisation de cette arme. Je vous rappelle que le patron de Taser France a, lui, été mis en examen vendredi dernier. Il est soupçonné d'avoir fait espionner Olivier Besancenot. En politique, l'événement est suffisamment rare pour être souligné. Les écologistes vont unir leurs forces en vue des prochaines élections européennes. Autour de Daniel Cohn-Bendit, un nouveau mouvement a vu le jour ce matin, le Rassemblement Europe Écologie. Reportage Valérie Nataf et Jean-Philippe Eckett. Éclectique et fier de l'être. On nous a dit que ça ne peut pas marcher parce qu'une magistrate et un repris de justice, ça ne peut pas le faire.
Une diversité assurée et assumée, les écologistes de toutes obédiences effacent 15 ans de querelle. La crise, ou plutôt les crises financières, alimentaires, énergétiques, climatiques, les obligent au rassemblement. Nous sommes conscients vraiment de l'urgence. Ce n'est pas un vocabulaire, ce n'est pas une façon de dire. C'est que pour nous, si dans les années à venir, nous renversons pas la vapeur, eh bien, nous irons tous ensemble dans le mur. Pas de Nicolas Hulot sur l'estrade, mais une autre figure, l'ancienne juge Eva Joly, qui se dit prête à s'engager. La lutte pour plus de justice dans le monde, pour moins d'écart entre les riches et les pauvres, et la lutte pour la préservation des forêts brésiliennes, c'est le même combat. Une famille verte réconciliée 8 mois avant les européennes de juin. Un tour de force qui mérite d'être remarqué. Le plan numérique 2012 a été dévoilé ce matin par Éric Besson. Il s'agit de connecter la quasi-totalité des Français au haut débit d'ici à 2012, évidemment. Aujourd'hui, seuls 54% des Français y ont accès. Les zones rurales sont bien sûr beaucoup moins bien servies en matière numérique. Exemple à Chaptelat, dans la Haute-Vienne, Carlo Paredes et Sylvain Thévenard. Une petite commune morcelée par le haut débit. Dès la sortie du bourg, il suffit de faire 2,5 km à travers la campagne limousine pour tomber sur un oublié du numérique. À Chaptelat, ils sont 500 dans ce cas à vivre comme au début d'Internet. La moindre manipulation prend beaucoup de temps. Quand mes enfants veulent me faire passer des photos, c'est assez compliqué. Quand il y a un fichier assez important, heureusement qu'ils habitent à Limoges, ils ont plus vite fait de me le porter que de le faire passer par Internet. Voilà. Et par la force des choses, la campagne est devenue zone morte également pour les entreprises. Cette agence de communication n'a pas eu le choix. Elle s'est installée par obligation dans les locaux du centre-bourg. Nous souhaitions mettre notre société sur le terrain familial, qui se situe un petit peu plus loin que le bourg. Et malheureusement, la DSL ne passait pas. Nous ne captions pas la DSL. Et donc, dans ce métier, il y a beaucoup d'échanges de fichiers, de BAT relativement lourds. Et donc, nous avons dû venir par force de conséquence, donc dans le centre-bourg. Aujourd'hui, à l'étroit, dans ces locaux, l'entreprise envisage de quitter la commune. Les habitants n'en sont pas encore là, mais ils se posent beaucoup de questions. On est à 5 km de Couzex, 10 km de Limoges, où en fait ils ont accès à tout. Et nous, ici, on se sent un peu une commune délaissée, alors qu'on est quand même aux portes d'une grande ville. Si tout va bien, les zones délaissées jusque-là devraient être couvertes courant 2009. Et plutôt 2 fois qu'une, on annonce ici l'arrivée en même temps de la DSL et de la technologie WiMAX. Les habitants attendent cela depuis 7 ans. Qui pourra arrêter Barack Obama à 16 jours du scrutin? Le candidat démocrate poursuit sa course irrésistible vers la Maison-Blanche. Il a enregistré ce week-end le ralliement d'un allié majeur, celui de Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État du président Bush. Les sondages donnent Barack Obama gagnant et son trésor de guerre n'a jamais été aussi important. Reportage Guillaume Debré et Tristan Dessert. Personne n'avait jamais rassemblé autant de monde à Saint-Louis. Pas même les Rolling Stones en concert il y a 2 ans. Samedi, ils étaient plus de 100 000 pour acclamer Barack Obama, dans un État qui n'a pourtant pas voté pour un candidat démocrate depuis 12 ans. Je pense que le vent du changement est en train de souffler sur l'Amérique. Une Amérique que Barack Obama veut prendre d'assaut. Depuis quelques semaines, il inonde les ondes de publicité politique sur toutes les chaînes, dans les cinémas et même dans les jeux vidéo. Car son trésor de guerre regorge de billets verts. En septembre, il a récolté plus de 150 millions de dollars, un record. C'est 2 fois plus que ce que John McCain pourra légalement dépenser, lui qui a accepté le financement public de sa campagne. Par comparaison, en 2004, John Kerry avait récolté la même somme en 6 mois. Un avantage financier de taille qui s'ajoute à un soutien politique de poids, celui d'un républicain, le général Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État de George Bush et ami de McCain. Je pense qu'il va transformer l'Amérique. Il fait partie de cette nouvelle génération de ces leaders politiques. Et c'est pour ça que je vais voter pour le sénateur Barack Obama. John McCain, quant à lui, continue l'offensive. Il a qualifié ce week-end Barack Obama de socialiste, un gros mot aux États-Unis. Mais il a aussi évoqué pour la première fois la possibilité d'une défaite. Ce n'est pas grave si je dois retourner en Arizona et rester au Sénat. Dans les sondages nationaux, Barack Obama compte entre 3 et 6 points d'avance sur son rival John McCain. Mais il reste encore 15 jours de campagne et en politique américaine, c'est une éternité.
C'était donc une journée chargée en émotions après le décès de sœur Emmanuelle à l'âge de 99 ans. Cette catholique qui transcendait les religions s'est éteinte dans son sommeil, comme je vous le disais, dans sa maison de retraite du Var. Jusqu'au bout, elle a gardé son humour et son franc-parler qui ont fait sa marque de fabrique. Bénédicte Duran nous permet de la retrouver une fois encore. Quand je serai au ciel, tu comprends, sur la terre, on parlera encore, on ne parlera plus de la sœur Emmanuelle, mais mon Dieu. Excuse-moi, ça me ferait une belle jambe. Hein. C'est pas ça du tout. Moi, je me prépare à mon éternité. Je ne m'intéresse pas d'abord à la religion d'un homme, je m'adresse à l'homme. Fends le cœur de l'homme, tu y trouveras un soleil. Eh bien, je vous affirme, mes amis, qu'à travers le monde, je n'ai trouvé que des soleils. Je vis comme eux, je mange comme eux, je dors comme eux, je fais tout comme eux, c'est tout. Jusqu'à la mort. Inch'Allah, que cela plaise à Dieu. Elle n'était pas une mystique. Elle me disait souvent, je ne vois pas Dieu. Mais elle le ressentait. Je ne peux pas débarquer sur des journalistes et des photographes. Sœur Emmanuelle, tu déchires. À Paris, tu respires la fraternité. Allez, vas-y voir. Non. Il faut croire qu'on y arrivera. Il faut s'acharner. Et quand on s'acharne, j'ai toujours vu, on a la victoire. La mort, pour celle qui a su aimer, ce sont les retrouvailles. C'est le retrouvaille du fiancé avec la fiancée, de l'enfant avec son père, de l'ami avec l'ami et avec les amis. Voilà pour ce lundi 20 octobre, marqué bien sûr par la mort de sœur Emmanuelle. Sa disparition à l'âge de 99 ans a suscité de nombreux hommages. Le président Nicolas Sarkozy souligne sa personnalité pétillante, souriante et débordante d'énergie. Les obsèques de sœur Emmanuelle seront célébrées mercredi à Calian, dans le Var, dans la plus stricte intimité. Une messe hommage sera dite le même jour dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une cérémonie que vous pourrez suivre sur TF1 au cours d'une édition spéciale, mercredi, donc juste après le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut. Et l'édition spéciale sera présentée par Jean-Claude Narcy. Sans partage, sans solidarité, on ne peut pas faire progresser l'humanité, disait sœur Emmanuelle. Il faut donc s'acharner. C'est sur cette belle phrase que nous terminons cette édition. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia et puis le téléfilm Françoise Dolto, Le désir de vivre, avec Josiane Balasco. Demain à 13h, Jacques Legros. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Bonne fin de soirée sur TF1. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.